Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Vincent Marais, je suis associé KPMG en charge des activités cybersécurité, protection des données personnelles et IA de confiance. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marine Faury, qui est Chief Privacy Officer and Data Protection Officer d'Alliance France, et Isabelle Hilali, qui est CEO de Datacraft. Isabelle, tu nous expliqueras ce que fait Datacraft. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est d'ores et déjà un sujet d'actualité. Les praticiens de l'IA face aux enjeux de l'IA de confiance, de l'IA responsable. Isabelle, dans le monde de la cyber, d'où je viens, on parle d'attaquants, on parle d'adversaires, on parle d'agents de menace. Et quand je parle à des data scientists, j'ai un peu l'impression que c'est pas trop dans leur état d'esprit de penser qu'il y a des méchants et que les IA sur lesquels ils travaillent vont être attaqués. Quelle est ta vision sur le sujet et comment on peut faire converger ces deux mondes, celui de la cybersécurité, celui de l'IA? Oui, le monde des gentils et des méchants, ça va être dur là. Peut-être du coup en deux mots, Datacraft, nous on est une start-up qui existe depuis 4 ans, on a un modèle de club et on permet un échange de bonnes pratiques entre data scientists, data ingénieurs, donc on organise des ateliers toutes les semaines. On a 40 grandes entreprises publiques et privées qui sont membres du club, des start-up et presque 800 chercheurs et freelances spécialisés en IA. Donc du coup on a un gros écosystème. Et effectivement, cette question cyber et IA, c'est vrai que dans l'univers data science, il n'y a pas une grosse culture. Il n'y a pas une grosse culture cyber. Au contraire, on est plutôt dans une culture de la collaboration, puisque quand on veut être bon en data science ou en intelligence artificielle, on a besoin souvent de croiser beaucoup de données. On a besoin d'aller les chercher ailleurs, donc on a besoin de collaborer et du coup le concept du hacking il est un peu désagréable puisque par principe on se dit qu'on va faire confiance et qu'on va à la fois collaborer sur les données, mais aussi c'est un univers où on doit apprendre tous les jours. On ne peut pas apprendre tout seul et donc on a besoin d'apprendre avec les autres. Donc c'est 2 bonnes raisons pour se dire que on se fait confiance plutôt que d'être dans la méfiance. Après, il y a quand même, on est sur des univers très tech, donc il y a quand même pas une complète naïveté. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de débuts de mélange en fait entre des gens de la cyber qui vont aller chercher des compétences en IA et à l'inverse des gens de l'IA qui vont regarder les enjeux de sécurité et notamment l'arrivée de l'IA générative. Là, je pense que ça met une grosse couche de questionnement cyber. Marine ? Chez nous, je travaille chez Alliance, on est premier assureur mondial. Donc forcément, on n'est pas naïf et on peut être fortement attaqué. Donc chez nous, la cyber, c'est très important. On veut vraiment garder la confiance de nos clients dans la protection des données personnelles que l'on traite au quotidien. Étant le cœur de métier. Donc, nous, on a tout un environnement, bien sûr, de protection, sécurité, protection de la donnée. Et on va venir former nos data scientists. On a une AI Factory et on va les former, bien sûr, sur tous les aspects cyber. Ensuite, bien sûr, avant de rentrer en relation avec une start-up ou avec des entreprises externes traitant des données d'Alliance France, on va effectuer une diligence, on va avoir certaines obligations. Voilà. Étant régulé, on a bien sûr l'ACPR, l'ANSSI, on a quand même un fort environnement réglementaire et de conformité qui nous incombe. Maintenant, on veut tout de même, et dans cet environnement, innover, bénéficier des dernières innovations et travailler avec les meilleurs data scientists sur les sujets. On parle d'IA responsable, c'est un pilier qui se trouve systématiquement dans les
dizaines et centaines de politiques, guides, directives, référentiels qui sont apparus depuis quelques années sur l'IA. Comment les data scientists ils appréhendent et puis surtout ils mettent en application ce concept de responsabilité, alors que ce soit par rapport à des individus, par rapport à des entreprises, par rapport à la société. Marine, comment ça veut dire quoi la responsabilité pour un data scientist aujourd'hui? Chez Alliance France, les data scientists, ils ont une certaine responsabilité, bien sûr, au quotidien, dans le traitement de la donnée. Mais on a surtout mis en place une très forte gouvernance depuis plusieurs années maintenant chez Alliance France, où on va avoir un Data Advisory Board au niveau du board, avec des représentants des différentes entités dans le monde, des différentes fonctions, différents experts, data scientists, protection des données personnelles, cybersécurité, etc. Dans un deuxième layer, on a mis en place une procédure AI Practical Guidance pour l'ensemble de nos data scientists actuaires qui traitent de la donnée, avec certaines valeurs et grands principes fondamentaux, la transparence, la protection des données, etc. etc. Et enfin, avant chaque mise en production ou même avant chaque POC traitant de l'IA et des données personnelles, on va effectuer des évaluations d'impact éthique de la donnée, mais également évaluation d'impact sur la protection des données personnelles de nos clients. Et donc avec ces évaluations qui ont un scope très large, on va venir effectuer des tests et des évaluations sur les responsabilités à différents égards. Quel est l'impact pour le client, pour la personne impactée éventuellement? Est-ce que cela est raisonnable? Et également, on va venir regarder tout ce qui est biais, discrimination, etc. Donc c'est vraiment très très important. Chez Alliance France, on a également un comité éthique de la donnée. Donc on a différents strates, on va effectuer ces évaluations. Quand on a quand même des questions, ça crée des questions éthiques. On va venir faire remonter ces questions au plus haut niveau de notre entreprise, avec encore une fois un panel d'intervenants de différentes fonctions pour se positionner et encore une fois vraiment assurer l'éthique de la donnée pour nos clients. Et Isabelle, avec les gens que tu fréquentes qui sont peut-être un peu moins dans un truc très structuré comme Alliance France? Alors, on a des membres on a la Marine nationale comme membre du club, on a des membres ultra structurés, mais je dirais il y a deux populations en fait. Il y a effectivement, on va dire plutôt les métiers qui vont réfléchir au sujet de data gouvernance. Il y a un certain nombre de nos membres qui ont des comités d'éthique. Donc là, on est vraiment sur la partie qui réfléchit spécifiquement à ces sujets de responsabilité. Et puis après, si je me focalise plutôt sur les data scientists, le gros sujet pendant longtemps, c'était les biais. D'autant plus qu'on est souvent sur une population qui est assez engagée sur des sujets d'égalité, de parité. Donc on avait vraiment... et puis les biais, c'est super excitant, entre guillemets, de voir s'il y a des biais dans les modèles qu'on utilise. Donc il y a beaucoup d'énergie qui a été mise sur les biais. On a tout un tas de sujets qui arrivent que moi je trouve passionnants, notamment les sujets d'explicabilité, de transparence. Ceux-là, ils étaient moins natifs dans les équipes data scientists, mais en fait il y a une réglementation qui arrive et qui est de plus en plus contraignante. Donc on sait qu'il va falloir expliquer mieux ce qu'il y a sous le capot, même si certains disent que c'est pas possible, mais en tout cas il faut se donner les moyens de tracer à la fois au départ l'information, les modèles qui sont utilisés, les entraînements qui sont faits. Donc on voit que sur la transparence et l'explicabilité, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On n'y est pas encore, hein. On est vraiment aux tout prémices. Et puis après, il y a aussi tous les sujets d'impact, donc de l'utilisation de l'IA. Je dirais finalement, ni les data scientists, ni même la plupart du temps les experts métiers en entreprise se posent réellement la question. Si je vois les utilisations et l'enthousiasme sur l'IA générative, il va falloir à un moment qu'on se questionne sur quand est-ce qu'on en a besoin et quand est-ce qu'on peut faire autrement.
Mais en tout cas, je dirais les biais, c'était le gros sujet. Et puis maintenant, on voit venir tout ce qui va être transparence, explicabilité et puis impact aussi. Alors, justement, sur l'explicabilité, moi j'ai entendu un grand ponte de l'IA qui disait c'est même pas tellement qu'on ne sait pas faire, c'est que ça n'a pas vraiment d'importance. Est-ce que c'est une position, Marine, que tu vois chez les data scientists de dire bon, de toute façon, c'est pas vraiment un sujet ou est-ce qu'ils comprennent que les personnes qui seront impactées par les IA et les donneurs d'ordre ont des attentes, voire des exigences en termes d'explicabilité et de transparence? Alors effectivement, ça dépend de quel data scientist on parle. Quand on parle de ceux qui sont chez nous en interne, évidemment, on n'entend pas ça. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils connaissent l'environnement dans lequel on travaille et nos contraintes également réglementaires. Et ils ont cette conscience. Ils ont toute une batterie de formation sur les différents sujets, etc. Maintenant, on peut avoir tout à fait ces retours avec des entreprises de taille plus petite, peut-être moins habituées à travailler avec des entreprises aussi régulées que la nôtre dans le secteur assurantiel. Donc ça peut arriver, on a peut-être des étonnements et malheureusement dans ces cas-là on va peut-être pas pouvoir travailler avec certaines entreprises. On doit pouvoir expliquer, on doit pouvoir comprendre ce qui est fait avec la donnée parce que nous on doit pouvoir également l'expliquer auprès de nos clients. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc ça devient un critère de collaboration avec des startups ou des... D'accord. Absolument, absolument. On ne peut pas juste nous répondre voilà le résultat, c'est génial, je ne sais pas comment on a fait. Non, chez nous, on ne va pas pouvoir prendre cette responsabilité. Alors, il y a une autre caractéristique qu'on constate. Alors, la recherche académique produit beaucoup de matière sur le sujet, mais il y a aussi des exemples d'incidents. C'est le fait que les IA, et notamment les IA génératives, elles sont parfois un peu fragiles, c'est-à-dire que elles peuvent avoir des biais, on en a parlé, elles peuvent halluciner pour les LLM. On peut aussi avoir des vulnérabilités par rapport à des attaques adversariales, de l'empoisonnement de données, etc. Et là aussi, pour avoir échangé avec des data scientists, parfois on me dit c'est normal, c'est de la stat, c'est pas tout à fait déterministe, mais par rapport à cette fragilité, à ce qu'on pourrait décrire comme un manque de fiabilité, les data scientists, comment vous les voyez, Isabelle, comment tu les vois réagir? C'est un problème pour eux ou ça fait partie du truc? Alors, je pense qu'effectivement, ça fait partie du truc. Alors déjà ce que j'aimerais dire, c'est que effectivement, les modèles d'IA sont fragiles, mais les gens aussi. Donc, parfois, il y a des décisions qui sont prises. Et au contraire, je trouve que c'est assez intéressant, ce manque de confiance et c'est très bien d'ailleurs dans la techno, c'est que finalement, il y a des choses, je ne sais pas si je prends le recrutement, par exemple, on fait confiance à son DRH, heureusement. Mais du coup, il y a probablement des choses qui ne sont pas toujours totalement en phase avec y compris les valeurs de l'entreprise. Et on ne se re-questionne plus parce qu'on le fait depuis longtemps. Quand on fait intervenir une IA, du coup, on se dit elle est fragile, et c'est vrai, elle peut faire n'importe quoi. Donc je vais vérifier, et je trouve que cette démarche elle est intéressante en fait, elle permet de se reposer pas mal de questions. Après, un autre point aussi intéressant, c'est que exiger qu'il y ait 100% de fiabilité d'un modèle, parfois c'est stupide, parfois c'est extrêmement important. On est pilote de chasse et on utilise de l'IA, effectivement il ne faut pas qu'il y ait d'erreur ou dans plein de domaines. Et par contre, il y a plein d'autres domaines où une fiabilité à 80% suffit largement. Et du coup, l'impact environnemental en fait, des solutions qu'on va utiliser va être réduit. Et puis le temps et l'énergie. Et donc, il y a aussi toute une éducation des dirigeants à faire pour qu'ils n'exigent pas nécessairement, quand c'est pas utile, en fait, qu'ils sachent bien ce qu'on peut demander. Après, sur certaines solutions actuelles, que ce soit l'IA générative ou l'IA classique, en fait, effectivement, il y a un vrai sujet de fiabilité sur lequel il faut travailler, mais c'est ce qui est intéressant. Marine, sur la fragilité des IA? En fait, on va avoir plusieurs réponses chez Allianz, parce que d'une part, pour tout ce qui est customer facing, on a une attente très exigeante de la part de nos clients sur le traitement de leurs données. Donc si on leur met à disposition des outils de chatbot avec GenAI qui ne vont pas leur donner la bonne réponse,
on va malheureusement pas être très bien reçu. Il y a eu un petit problème chez Air Canada il y a quelques temps. Voilà, il y a eu un gros scandale chez certains sur la place. Donc, ce qu'on peut définitivement mettre en place, c'est plutôt créer des solutions pour le moment en interne, avec des experts, nos gestionnaires experts, qui vont pouvoir identifier s'il y a une problématique, bien sûr, après tous les tests, etc. Hein. Mais ce qu'on a pu voir sur une solution, en fait, c'est que la solution fonctionnait très bien, était très pertinente si on lui posait les questions attendues dans le contexte. Mais si on commençait à vouloir poser des questions un petit peu loufoques, etc., ça partait complètement dans tous les sens. Donc pour nous, dans ces cas-là, on se dit, OK, on a une très bonne solution qu'on peut utiliser en interne, qui va venir appuyer nos experts dans leur travail au quotidien. En revanche, ce n'est pas prêt du tout et on ne peut pas sortir une solution comme ça à disposition de nos clients en externe. Voilà comment on va pouvoir... Et sur ce que disait Isabelle, sur la nécessité, à contrario, d'éduquer le management et les dirigeants en disant c'est pas votre ERP qui va faire un résultat précis à la 3e décimale, ça va être un peu différent. Comment ça marche ? Alors chez Allianz, on a tendance à être assez exigeant sur la qualité et la fiabilité des données. On est quand même une boîte d'actuaires, hein, c'est notre cœur de données. Donc en général, on aime bien quand ça répond correctement. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Moi, j'apprécie et ça va rester dans ma tête. Je vais en discuter avec mes collègues de l'AI Factory. Comment est-ce qu'on va appréhender aussi ce sujet de formation des dirigeants ? Oui, et puis je dis pas, enfin, il y a des sujets où il faut effectivement une grande fiabilité. C'est vrai que le chatbot qui répond à côté, moi non plus, j'aimerais pas. Il y a un sujet qui est un sujet d'actualité, c'est le développement durable. Et en même temps, on voit, on entend, il y a des études qui sortent, même si toutes les données ne sont pas très transparentes, sur la consommation de ressources. Alors c'est de l'énergie, de l'électricité, c'est de l'eau aussi. Il y a une étude qui est parue récemment. La consommation pour l'entraînement et même pour l'utilisation de très grands modèles, ChatGPT pour ne pas le citer. Et donc on est un peu là, il y a un peu une dichotomie. Hein, comment les data scientists chez Allianz ils envisagent ça ? C'est une contrainte, c'est la frugalité, c'est un nouvel objectif. Comment ça marche ? En fait, c'est un vrai sujet. Et je pense que le vrai sujet, c'est aussi la transparence de ces grands groupes qui nous fournissent ces outils. Microsoft ou d'autres, je ne vais pas les citer. Quelles sont leurs positions, quels problèmes et quelles solutions ils peuvent nous trouver pour qu'on puisse être efficace, mais en même temps être complètement transparent sur ce que ça génère. Donc il y a une très grande, enfin on le voit ici à Vivatech, hein, on est là pour la GenAI, très grande émotion, on est tous très contents et on veut sauter sur la GenAI. Ok, mais qu'est-ce que ça représente aussi en termes de développement durable ? Alors ça dépend, je pense que c'est aussi générationnel. Je sais que les jeunes générations y pensent aussi beaucoup, mais je pense que ça va dépendre, c'est pas que les data scientists, ça va dépendre de la personne. Certains sont très sensibilisés. J'ai un dirigeant dans notre entreprise qui nous parle tout le temps, mais attendez, on va pas tuer les forêts, etc. Donc c'est vraiment un sujet. Et puis on a bien sûr, en tant que grande entreprise, les rapports ESG que de toute façon on doit fournir. Pour nous, ça fait partie de la question, comme on l'avait hier, est-ce que l'IA est fiable ? Est-ce que l'IA est performante et efficace ? Rentable ? Est-ce qu'elle est éthique ? Là, nous, ça fait aussi partie de ces questions-là. Est-ce que c'est rentable ? C'est une question de coût, mais également le développement durable doit être, et ces questions climatiques doivent être, je pense, beaucoup plus exposées. Et on doit poser la question et que ce soit beaucoup plus transparent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais nous, forcément, on le prend aussi en considération. Isabelle ? Alors, nous c'est un sujet qui motive beaucoup notre équipe et puis qui intéresse aussi beaucoup nos membres. Donc, on a toute une programmation IA frugale, notamment. Il y a des choses intéressantes. Il y a notamment certains acteurs qui, par essence, en fait, sont obligés de penser frugalité simplement parce qu'ils ont peu de données ou parce qu'ils ont peu de moyens. Si je prends le peu de données, dans nos membres, on a par exemple Airbus Defence and Space. Quand on fait de la maintenance prédictive de pièces d'avion et qu'on en fabrique quelques-unes par an, on a peu de données.
c'est important d'utiliser des solutions d'IA pour pouvoir faire de la maintenance prédictive. Et du coup, par essence, c'est forcément frugal puisque vous allez être obligé de travailler avec peu de données et idéalement aussi assez peu de moyens. Donc là, j'aime bien, c'est très vrai dans la santé aussi. Si on travaille sur les maladies rares, on a forcément peu de données aussi. Et donc, c'est des acteurs, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont plus soucieux, ni moins d'ailleurs que d'autres, de l'impact environnemental, mais ils vont forcément faire avancer des choses puisque eux, ils sont obligés d'être sur certains sujets dans de la frugalité. Donc ça, c'est un premier point qui fait que ça avance tout seul. Et puis ensuite, c'est vrai que y a quand même un mouvement sur ces sujets d'optimisation des ressources qui est assez important. Ce qu'on sait, c'est que ça va quand même coûter de plus en plus cher, non seulement à l'environnement, mais aussi financièrement. Donc ça va aussi pousser à demander à un peu plus de frugalité. Et puis après, effectivement, on voit qu'il y a une vision des dirigeants qui est importante aussi. C'est quand même eux qui portent les valeurs et la vision de leur organisation. Donc c'est aussi à eux de bien comprendre le sujet, de savoir questionner quand on utilise des solutions d'IA plutôt certaines que d'autres, quand on en utilise tout court parce que c'est pas toujours indispensable. Et c'est pas parce qu'on l'utilise pas pour tout qu'on sera pas à la pointe de l'innovation. Donc voilà, je dirais il y a tous ces rôles qui sont importants. Mais c'est un gros sujet pour nous. Je trouve ça intéressant la façon dont tu dis il y a les data scientists, mais il y a aussi les dirigeants et il faut en gros arriver à, j'aime pas le terme éduquer, mais à les influencer les uns et les autres. On a du temps pour des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, sachant qu'il y a une question là-bas. Bonjour, j'avais une question plutôt qui touche l'éthique et l'IA, parce qu'on parle souvent d'éthique et d'IA, mais c'est quoi du coup la définition d'utiliser l'IA de manière éthique? C'est quoi le cadre éthique appliqué à l'IA? Notamment quand on est un assureur où on a énormément de données et depuis très longtemps sur tout un tas de gens. Il y a plusieurs définitions, effectivement. Chez nous, on va surtout regarder quel est l'impact pour la personne et le client final. Et quelle est, du coup, vraiment, voilà, les problématiques que ça peut engendrer ou non pour la personne. On va vraiment regarder ça par rapport à cet angle-là. Un assureur éthique, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus, d'une part, on va être conforme, mais on va traiter la donnée aussi, que ce soit tout positif pour le client que pour l'entreprise. On ne peut pas changer la balance. Donc, il y a plusieurs définitions et ça va dépendre de quelle assurance on parle. Si on parle de responsabilité civile, d'indemne corporelle, on va avoir différentes notions et différents sujets en fonction de l'IA que l'on traite. Mais vraiment la question centrale chez nous, quand on utilise de l'IA avec les données de nos clients, c'est vraiment de comprendre quel est l'impact et également quelle est l'intervention humaine et le contrôle qu'on va en avoir. Ça entre aussi dans ces remédiations. Donc c'est assez large, effectivement. C'est vrai que c'est un sujet important. Quasiment au tout début du club, on a Danone qui est un de nos membres à qui on avait demandé d'écrire la charte pour une utilisation éthique de l'IA. Et du coup, on avait fait ça de façon collaborative avec d'autres membres, avec des organismes de recherche, parce que finalement, tout le monde a cette problématique. Et en fait, on avait commencé par cette question, mais c'est quoi l'éthique en fait, tout court, hein. Moi, j'avoue que c'est un mot que je trouve pas toujours évident parce qu'il y a une dimension un peu moralisatrice mais en tout cas, c'est un gros sujet. Donc nous, on avait aussi parlé d'utilisation responsable, mais c'est pareil, qu'est-ce qu'on met derrière? Mais c'est sûr que, en tout cas, on est allé assez loin dans la réflexion à la fois sur... À l'époque, il y avait beaucoup ces sujets de biais aussi, de discrimination possible, encore exagérés en fait par une utilisation de l'IA, mais aussi tous les sujets d'égalité d'accès, y compris en entreprise en fait.
qui comprend le sujet, qui se l'approprie dans l'éducation. Donc il y a vraiment un gros travail de fond. Ce qui est sûr, c'est que à minima, ça ne doit pas être un sujet de spécialiste. Et c'est surtout pas les experts techniques du sujet, même si nous, c'est ce qu'on représente, mais c'est surtout pas eux tout seuls qui doivent définir ce qui est entre guillemets éthique et ce qui l'est pas. Et donc, ce qui est important, c'est que dans une organisation, tout le monde se sente légitime pour avoir un avis sur l'utilisation de l'IA. Nous, on a même eu des réflexions avec des syndicats, par exemple, puisqu'il y a pas mal de RH qui viennent au club aussi, sur en fait les relations sociales et comment on fait pour que les salariés d'une organisation aient leur mot à dire sur l'utilisation de l'IA qui est faite dans leur entreprise. Et ça, c'est compliqué parce que tout le monde ne se sent pas légitime pour avoir un avis. Mais c'est un super sujet de société. Je pense que notre temps imparti est terminé. Donc Isabelle, Marine, un grand merci. Et puis je pense que vous êtes là pour si jamais des gens veulent discuter avec vous. Merci beaucoup.